Nous revoici partis pour cette aventure phénicienne. Nous avons, ainsi que je vous l'annonçais, 3 interventions de type, entre guillemets, académique, à commencer par M. Areth Boustani, qui est de l'Université libanaise, mais aussi du Musée national de Beyrouth, ancien conservateur en chef du musée de Beyrouth, grand spécialiste de l'histoire du Liban, de l'archéologie libanaise et de l'archéologie phénicienne, qui va nous parler de l'intérêt de la France et de l'Empire ottoman pour la culture et l'archéologie du Liban du XVIe au XIXe siècle. Monsieur Boustani. Mesdames et Messieurs, chers collègues, Rudyard Kipling disait « L'Orient est l'Orient et l'Occident est l'Occident et ils ne se rencontreront jamais ». Si Kipling a voulu dire que ces deux régions se distinguent chacune par leur goût, leurs origines et leur conception sociale de la vie, il a eu raison. En effet, elles ont hérité des différences idéologiques et traditionnelles remontant dans le temps jusqu'à l'aube de l'histoire. Par conséquent, elles n'auront jamais les mêmes critères pour porter les mêmes jugements sur les êtres et les choses. Mais l'Orient et l'Occident se sont souvent rencontrés sur les champs de bataille tout d'abord, puis autour des tables de négociation. Ces rencontres ont débouché sur des prémices de dialogue qui ont évolué en Occident pour donner ce grand mouvement humaniste que l'on appelle l'orientalisme. Cet orientalisme n'a cessé depuis de prendre de l'ampleur et de se développer. Malheureusement pour l'Orient, ce mouvement est resté à sens unique. La curiosité positive de l'Occident en ce qui concerne les cultures orientales n'a pas été payée de retour. La connaissance de l'autre était restée à sens unique. J'en veux pour preuve la sémantique que les peuples de ces deux régions ont donnée aux termes géographiques qui les distinguent. Du terme « Orient », l'Occident et la France ont tiré un verbe et des substantifs. Le verbe « orienter » veut dire mettre sur la bonne voie, et les substantifs sont orientation et orientalisme, alors que l'Orient arabe a tiré du terme « Occident », gharb, un verbe qui n'est qu'impréhension et refus, istighrab ou astaghraba. Je sais bien que le verbe « orienter » se veut tributaire de la situation du soleil dans son parcours, mais le parallèle est éloquent et amusant. Ce n'est qu'au XVIe siècle que l'orientalisme devient une science. Il prendra un caractère officiel quand François Ier fonde en 1530 le Collège royal pour qu'on y enseigne le grec et l'hébreu. En 1536, sous Soliman le Magnifique, l'ambassadeur de France, Jean de la Forêt, négocia un traité entre son pays et l'Empire ottoman, traité dans lequel la Turquie s'engageait à garantir à la France certains privilèges de nature politique et économique. Le sultan n'avait pas oublié que François Ier l'avait aidé dans son conflit avec l'Autriche. Ce traité commençait le régime des capitulations qui autorisait l'établissement de marchands français dans les territoires contrôlés par Istanbul, leur garantissant la liberté individuelle et religieuse. Les consuls de France avaient même le pouvoir de juger les affaires civiles et criminelles des ressortissants français selon les lois de leur pays, avec le droit d'appel aux magistrats du sultan. La France resta jusqu'en 1583 la seule puissance protectrice de tous les Européens résidant en Turquie. En 1583, l'Angleterre réclama et obtint sa première capitulation et le droit de protection des sujets des autres nations. Mais en 1607, sous le régime d'Ahmed Ier, les stipulations de la capitulation de 1536 furent confirmées au profit du prestige de la France.
En 1539, Guillaume Postel fut admis au rang de professeur royal. Postel est considéré comme le premier orientaliste de la Renaissance. Il venait de rentrer d'Istanbul, où il avait accompagné Jean de la Forêt, cité plus haut. On lui confia l'enseignement du grec, de l'hébreu et de l'arabe. On lui doit la première grammaire arabe de France et un traité détaillé sur une douzaine d'alphabets orientaux. En 1542, Postel encourut la disgrâce du roi et l'enseignement de l'arabe s'arrêta au Collège royal. Il ne devait reprendre qu'en 1587 à l'initiative du roi Henri III. La diplomatie française veilla toujours à la stricte application des capitulations et à leur renouvellement pour préserver ses intérêts dans les échelles du Levant. Le besoin toujours croissant d'interprètes développa l'enseignement des langues orientales et suscita le besoin culturel et scientifique d'étudier plus profondément les civilisations des peuples qui les pratiquaient. Les jésuites furent les pionniers de cet orientalisme plus humaniste. Ils s'installèrent dans la deuxième moitié du XVIe siècle à Constantinople. Ils se servirent de la capitale comme base de départ pour les missions fondées dans la première moitié du XVIIe siècle à Alep, Damas, Tripoli, Saïda et Ain Toura. C'est que durant ce siècle, l'orientalisme se structura et se spécialisa, si l'on peut dire. On eut ainsi un orientalisme religieux, un orientalisme culturel et un orientalisme politique. Rappelons ici que cette implantation au Liban des jésuites français à la fin du XVIe siècle a facilité le voyage du prince Fakhreddin II en Europe, où il passa 5 ans, de 1613 à 1618. Il séjourna à Florence, à Rome et en Sicile. À son retour, il facilita l'établissement des missions pédagogiques des jésuites et des capucins français dans les sites de sa principauté, qui allaient d'Alep à Sidon, sur la côte, en montagne et dans l'arrière-pays. Tous les voyageurs n'avaient pas les mêmes motivations. Il y avait ceux qui se dirigeaient en pèlerin vers la Terre Sainte, Jérusalem, Bethléem et Nazareth. Ils ne faisaient que passer par le Liban. Mais ils s'y étaient arrêtés, conquis par la beauté de la nature et les qualités de ses habitants. Comme certains s'y rendaient pour des raisons économiques et commerciales, d'autres encore pour des raisons de santé, attirés par la clémence du climat et la pureté de l'air de la montagne. Enfin, il y eut les diplomates et les émissaires des gouvernants des pays de l'Europe, laïcs et religieux, qui venaient pour se tenir au fait de la politique des régions orientales et des peuples qui y vivaient. Une autre catégorie de voyageurs est à mettre à part, c'est celle qui fut mandatée par les instances religieuses du Vatican et de l'Europe pour s'enquérir des conditions de vie spirituelle et matérielle des minorités religieuses d'Orient, à commencer par les maronites. C'est ainsi que l'Église de France, aiguillonnée par la Réforme et la Renaissance, s'intéressa de plus en plus à l'étude de la Bible et des Églises d'Orient. C'est principalement pour cette raison que Savary de Brève, retournant en 1605 de Turquie, se vit confier en 1608 l'ambassade de Rome. Il y fonda une imprimerie pour éditer des livres religieux à l'usage des chrétiens d'Orient. Rappelé à Paris en 1616, il ramena dans ses bagages son imprimerie et se fit accompagner par les deux savants maronites, Gabriel Sionita et Jean Hysronita, anciens élèves du Collège de Rome. Ils devaient travailler ensemble à l'édition de la fameuse Bible polyglotte. En effet, le pape Grégoire XIII avait fondé en 1584 le Collège maronite de Rome à l'usage des jeunes séminaristes maronites. Les diplômés de ce collège essaimèrent en Europe, à Rome, Paris, Bologne, Ravenne, Florence, Salamanque, Lisbonne, Escorial et Madrid. Ils furent les traducteurs et les interprètes des rois et des princes et occupèrent les chaires des langues orientales dans les plus grandes universités. On peut voir encore les noms de quelques-uns d'entre eux gravés à l'entrée du Collège de France.
Leur œuvre la plus importante fut sans conteste la Bible polyglotte. Gabriel Sionita, Jean Esronita et Abraham Ekelensis y travaillèrent sans relâche pendant plusieurs années. Elle finit par paraître en 1645 en 7 langues: l'arabe, le syriaque, le chaldéen, l'hébreu, le samaritain, le grec et le latin. Les causes culturelles de cette ouverture de l'Occident vers l'Orient furent surtout le souci des responsables d'enrichir les bibliothèques nationales et les musées de manuscrits et d'antiquités orientales. Les rois et leurs ministres des Affaires étrangères confiaient ce soin à leurs ambassadeurs auprès de la Sublime Porte, ainsi qu'aux consuls dans les différentes villes d'Orient. Ils y dépêchaient même quelquefois des savants dans le but d'étudier ces objets in situ. Quant aux causes politiques, elles étaient évidentes, vu les relations étroites avec l'Empire ottoman initiées par François Ier et continuées avec bonheur par ses successeurs Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Ce qui poussa Colbert à fonder une école de traducteurs à Istanbul, qui fournissait chaque année 6 interprètes diplômés. Et c'est dans cet ordre d'idées qu'il faut citer la mission du dominicain Van Slip et celle du marquis de Nointel à Constantinople, d'où il rapporta un grand nombre d'objets antiques et de pièces de monnaie. En effet, entre 1670 et 1673, sous le règne de Mohammed IV, Louis XIV ressentit la nécessité de renouveler les capitulations avec la Porte. C'est l'origine de la difficile mission du marquis de Nointel. Le diplomate ne réussit à obtenir le renouvellement qu'après 3 ans d'efforts en juin 1673. Il faut noter là que l'ambassade de Nointel est à l'origine de 2 œuvres dramatiques célèbres, Le bourgeois gentilhomme de Molière et Le Bajazet de Racine. Il faut aussi remarquer que la dite mission était en relation avec des préoccupations de nature religieuse. La première tentative d'écuménisme, le rapprochement des églises romaines et orthodoxes, après l'échec de la politique du patriarche Cyril Lucar au synode de Jérusalem réuni en 1672. Enfin, mentionnons le projet d'invasion de l'Égypte, suggéré par Leibniz à Louis XIV en 1672. Louis XIV fit répondre par son secrétaire d'État Arnaud de Pomponne: « Je n'ai rien contre le plan d'une guerre sainte, mais de tels plans, vous le savez, ont cessé depuis le temps de Saint-Louis d'être à la mode. » Au XVIIe et XVIIIe siècle, les centres d'études orientales du Collège royal continuaient à prospérer. Il existait 2 chaires de langue arabe et syriaque. À côté des professeurs maronites déjà cités, des savants français occupèrent ces chaires. Pierre Vattier, en 1667, traducteur de l'histoire d'Ibn al-Makkin et d'une partie de l'œuvre philosophique et médicale d'Ibn Sina, Avicenne. François Pétis de la Croix et son collègue Antoine Galland, traducteur des 1001 nuits. Le Collège royal n'enseignait pas le turc. Pourtant, André de Rière, consul de France à Alexandrie, publia en 1630 la première grammaire turque, puis s'attela à la traduction du Coran, qu'il termina en 1647. Ce fut la première traduction française de ce livre saint. Au XVIIIe siècle, le Collège royal s'agrandit et évolua. L'intérêt que portait la France au Proche et Moyen-Orient s'étendit jusqu'à l'Extrême-Orient. Étienne Fourmont publia le premier livre de grammaire chinoise en 1742. La chaire de langue syriaque fut confiée à Michel Fourmont, que Louis XV envoya peu après en Orient avec pour mission de rassembler le plus grand nombre de manuscrits orientaux ainsi que des inscriptions épigraphiques. En 1774, une chaire de langue turque et persane fut inaugurée au Collège royal. Elle fut confiée en premier lieu à Denis Cardone, puis à Pierre Ruffin. Depuis l'année 1700, le Collège royal n'était plus le seul institut à enseigner les langues orientales à Paris. En effet, le collège fondé par Colbert à Istanbul, n'ayant pu remplir sa mission, Louis XIV donna l'ordre d'ouvrir à Paris une école d'interprétariat dont il confia la direction aux jésuites.
Le XVIIIe siècle fut aussi le siècle des orientalistes voyageurs. L'un des plus importants de ces voyageurs fut Claude Savary, qui édita une deuxième traduction du Coran avec une biographie du prophète en 1783. En 1788, il publia les souvenirs de son voyage en Égypte sous le titre de Lettres d'Égypte. Quant à Volney, il relata sa visite en Orient sous le titre de Voyage en Égypte et en Syrie en 1787. Puis, en 1795, il publia une simplification des langues orientales arabes, turques et persanes. Notons qu'au cours de ce siècle des Lumières, la Phénicie et les Phéniciens étaient déjà bien connus par les intellectuels. Voltaire écrivait que les Phéniciens, je cite, avaient donné leur alphabet aux Grecs et qu'ils appartenaient à la nation nommée par les Hébreux eux-mêmes le peuple lettré, lorsque ces derniers vinrent s'établir si tard auprès de leur pays. L'abbé Fouché, quant à lui, dit d'eux, les Phéniciens, un peuple à qui toutes les nations de l'Occident doivent les arts, les sciences et presque la sociabilité. Et ailleurs, ainsi l'on est bien fondé à croire que du temps de Jacob, les Phéniciens n'étaient pas encore tombés dans l'idolâtrie. Au XIXe siècle, deux événements majeurs allaient donner un nouvel essor à l'orientalisme français. La campagne d'Égypte de Bonaparte et l'occupation de l'Algérie sous Louis-Philippe. Le besoin en interprète s'accrut et une deuxième école prospéra, celle qui fut fondée par la Convention en 1795 sous le nom d'École spéciale des langues orientales pour enseigner les langues orientales vivantes qui sont utiles à la politique et au commerce. Cette école ne tardera pas à jouir d'une grande notoriété grâce surtout à l'un de ses professeurs, le plus grand orientaliste du siècle, Antoine Sylvestre de Sacy, 1838. Elle finit par phagocyter toutes les autres écoles d'interprétariat et de traduction. Parmi les œuvres les plus importantes de Sylvestre de Sacy, citons la Chrestomatie arabe, la grammaire arabe, l'anthologie grammaticale arabe et surtout sa magistrale étude sur les Druzes qui fut publiée en 1938 sous le titre d'Exposé de la religion des Druzes. Il faut noter que Jean-Michel Venture de Paradis l'avait précédé dans ce domaine. Son mémoire pour servir à l'histoire des Druzes, peuple du Liban, parut après sa mort en 1804. On peut dire que Sylvestre de Sacy révolutionna l'enseignement de l'arabe, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, par l'entremise de tous ses élèves disséminés sur le continent. L'élève de Sylvestre de Sacy, Joseph Fresnaud, traducteur de la géographie d'Aboul-Fida, lui succéda dans cette charge, puis vint d'Érembourg, éditeur en 1881 du premier traité de grammaire arabe, le livre de Sibawayh. Le premier à occuper la chaire d'arabe dialectal fut Cossin de Perceval, professeur au Collège de France, auteur d'un essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme. Le baron de Slan, successeur de Cossin de Perceval, enseigna l'arabe algérien et traduisit l'œuvre d'Ibn Khalliqan. Citons pour mémoire parmi les orientalistes les plus prestigieux de ce siècle, Étienne Quatremer, Clément Huard et Kazimierski. Convient de faire ici la distinction entre les orientalistes et les voyageurs d'Orient. Nul n'ignore que depuis l'époque des croisades, l'Orient exerça une fascination sans pareille sur l'Occident. La curiosité malsaine d'abord laissa la place à un désir légitime de connaître l'autre. L'orientalisme venait de naître. Des corps de savants et d'érudits donnèrent un autre éclat au siècle sombre et au siècle des Lumières. Le romantisme du XIXe siècle poétisa avec bonheur cette science. On assista alors à des voyages entrepris par des poètes et des rêveurs tels Lamartine, Chateaubriand et tant d'autres, qui nous laissèrent certes de superbes textes relatant leur voyage, mais qui, s'ils nous éclairent sur certains aspects de la vie quotidienne des populations locales, nous laissent quant au fond souvent sur notre faim. D'un autre côté, le XIXe siècle fut aussi le siècle des vrais orientalistes, des chercheurs qui aidèrent beaucoup l'Orient
à retrouver son identité et à entamer sa renaissance. Nous ne pouvons pas laisser de côté l'une des plus importantes branches de l'orientalisme, à savoir l'étude de l'histoire, des civilisations et l'archéologie du Proche et du Moyen-Orient. C'est grâce à tous les savants, chercheurs et historiens, en grande partie français, que nous connaissons actuellement les origines et l'évolution de toutes les cultures qui sont les émanations locales de la civilisation sédentaire. Le Liban, porte de l'Orient, a commencé à attirer les écrivains et les peintres occidentaux et particulièrement français, dès le XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, la relation de voyage de Volney sera l'un des livres de chevet de Bonaparte au cours de son expédition en Égypte. Au XIXe siècle, Lamartine, Flaubert, Nerval, Michaud et Poujoula publient dès le retour en France leurs ouvrages, font connaître au grand public le Liban et ses problèmes, ses sites et leur histoire. Néanmoins, ces œuvres, bien que très importantes, restent surtout d'ordre littéraire. La connaissance scientifique du Liban archéologique et historique restait à faire. Et ce fut à Ernest Renan qu'incomba la première mission scientifique sur le sol de la Méditerranée orientale, inaugurant ainsi dans l'école archéologique française un immense cycle de travail qui a continué au cours de la fin du XIXe siècle avec de Vauguier, Waddington et Rey, et depuis 1920 dans les publications de l'Institut français d'archéologie. Dans cette vaste entreprise de recherche et de réflexion, l'œuvre d'Ernest Renan, publiée dès 1864 sous le titre de Mission de Phénicie, constitue un monument considérable et un témoignage éminent pour des raisons relevant tant de la personnalité de l'auteur dans la France du XIXe siècle que de l'immense travail archéologique, architectural et culturel mené principalement sur les territoires de l'antique Phénicie et accessoirement de la Palestine et de la Syrie du Nord. Mais au-delà de la mission proprement scientifique, l'intérêt de la mission de Phénicie et de la correspondance de Renan à ce sujet réside dans la réflexion même de l'écrivain sur l'Orient, ses modèles culturels et ses comportements. À la suite des événements douloureux qui ont ensanglanté le Proche-Orient et surtout le Liban en 1860, la France décida, avec l'approbation des puissances européennes, d'envoyer une expédition militaire au Liban pour pacifier le pays et sécuriser les habitants. Napoléon III s'en était ému le premier, et c'est sous son impulsion que cette décision européenne fut prise. Et comme l'avait fait son oncle Bonaparte lors de l'expédition d'Égypte, qui s'était fait accompagner de savants et d'historiens, il demanda à Ernest Renan de partir au Liban pour prospecter les pays, ce qui a été accompli pour le bonheur des deux pays. Le choix de Renan était le meilleur, savant érudit déjà reconnu en France et en Europe. Renan était le spécialiste des peuples et des langues sémitiques. Nul autre que lui ne pouvait décortiquer l'histoire ancienne et contemporaine de cette région. Dès qu'il débarqua au Liban, il sut qu'il était dans un pays lourd d'histoire et où soufflait l'esprit. Son enthousiasme le rendait dithyrambique. Il s'installa à Amchit et de là il sillonna le Liban à la recherche des cultures de ce pays, en commençant par la grande civilisation cananéo-phénicienne. Homme réaliste et visionnaire, ce bref passage au Liban le conforta dans ce qu'il avait conclu de ses recherches livresques sur les composantes humaines de cette région, à savoir les peuples sémitiques. Il y prévit aussi de grands bouleversements futurs, surtout après le percement du canal de Suez. Fondateur de la phénicologie, Renan ouvrit la voie à d'autres savants qui allaient exhumer cette fabuleuse culture phénicienne qui n'a pas encore fini de nous étonner. En ce XIXe siècle, donc, toute l'Europe et le Nouveau Monde n'ont Dieu que pour les civilisations orientales. Les fouilles archéologiques et les recherches historiques vont bon train à tel point que certains savants commencent à se poser des questions dans des ouvrages de haute tenue scientifique. À qui donner la primauté, à l'Orient ou à Rome? Ou encore, la lumière vient-elle de l'Orient, à savoir que toutes les civilisations sont tributaires de cet Orient convulsif? C'est dans ce climat scientifiquement tumultueux qu'Ernest Renan va entamer sa mission en Phénicie.
Il faut dire que le commanditaire de cette mission, Napoléon III en l'occurrence, avait des choses à se faire pardonner à la France quant à sa politique de ces 20 dernières années à l'égard du Liban. Dès son élection en 1848, il avait envoyé un émissaire à l'émir Béchir II, exilé en Turquie, lui proposant de le ramener au Liban, et en s'excusant implicitement de la politique lâche et timorée de Louis-Philippe et de Guizot, qui a valu au Liban 20 ans de misère, de destruction et de massacre. L'émir Béchir, allant sur ses 80 ans, déclina l'offre en rappelant un proverbe italien. Il dit à son émissaire, à l'émissaire de Napoléon III, « Il gallo canta, ma non fa l'alba ». Le coq chante, mais ne fait pas l'aube. Le coq visant la France. Et il déclina l'offre. Les massacres de 1860 allaient fournir à l'empereur l'occasion de se racheter politiquement et culturellement. Ernest Renan, qui s'était spécialisé dans les langues et les peuples sémitiques, était l'homme de la situation. Lui qui était dans la lignée des libres penseurs du siècle, des Lumières, s'était beaucoup intéressé aux Phéniciens. Déjà Voltaire et Diderot, dans l'encyclopédie, avaient parlé en termes dithyrambiques du génie de ce petit peuple qui avait inventé l'alphabet et conquis le monde pacifiquement. Diderot avait poussé le souci du respect de l'histoire et l'exigence de la vérité, jusqu'à reconnaître à Pythagore, le théoricien de la notation musicale, entre autres œuvres de génie, sa filiation sidonienne. Renan, ce travailleur infatigable, profita de l'été qu'il passa à Ghazir, une petite ville sur les hauteurs moyennes du Kesrouan, pour écrire un de ses chefs-d'œuvre controversés, La vie de Jésus. Renan fut aussi un des grands promoteurs de l'orientalisme scientifique qui approfondit l'étude des peuples et des cultures de l'Orient pour en tirer des enseignements pour l'avenir. Favorablement influencé par ses grands maîtres, Renan n'hésita pas à accepter cette mission qui, croyait-il, était de nature à le réconcilier avec les Sémites qu'il appréciait que modérément. Il arriva donc au Liban sur un navire de guerre, le Colbert. À la fin de l'année 1860, il se mit tout de suite à l'ouvrage. Ce qui l'intéressait le plus naturellement, c'était les sites de Tyr, de Sidon, d'Arwad et surtout de Byblos. Ces villes étaient les plus citées dans les textes anciens. C'étaient les métropoles qui avaient, d'une façon ou d'une autre, infléchi le cours de l'histoire de l'humanité. Tyr, la bâtisseuse d'empires, Sidon, pépinière de savants et de philosophes, Byblos, mère de l'architecture, de l'alphabet et du monothéisme, et Arwad, l'île qui inventa les maisons à plusieurs étages. Renan n'a-t-il pas dit des sources d'Afka, haut lieu du culte d'Adon, que c'était le plus beau site du monde? Alors, pour l'aider dans ses recherches, Renan trouva sur place Alphonse Durighello, déjà cité, agent consulaire français à Sidon, et un médecin, Joseph Charles Gaillardo, qui avait suivi en Égypte sous Mohammed Ali et avait accompagné Ibrahim Pacha au Liban. Il y resta après la débandade de 1840 et s'adonna à ses deux passions, l'archéologie et la botanique. Renan, ne pouvant être partout à la fois, confia la supervision des chantiers de fouilles aux deux hommes et parcourut le Liban de la côte à la montagne à la recherche de vestiges. Ces travaux préliminaires mis en route, il s'installa à Ghazir où il s'attaqua à deux de ses plus grandes œuvres, Mission de Phénicie et la vie de Jésus. Mission de Phénicie devint le livre incontournable pour étudier les cultures du Proche-Orient. On y remarque tout de suite que Renan avait beaucoup d'admiration et de respect pour le peuple phénicien, mais malheureusement, l'approfondissement de ses études phéniciennes ne le réconcilia pas avec les autres sémites. Sa vaste connaissance de ces peuples lui donna une vision prémonitoire de l'avenir de la région du Proche-Orient tout entière et du Liban en particulier. Pour illustrer ses propos, voici une petite phrase tirée du discours prononcé à l'Académie française. Il y recevait Ferdinand de Lesseps. Il dit ceci, s'adressant à de Lesseps. L'isthme coupé devient un détroit, c'est-à-dire un champ de bataille. Un seul Bosphore avait suffi jusqu'ici aux embarras du monde.
vous en avez créé un second bien plus important que l'autre, car il ne met pas seulement en communication deux parties de la mer intérieure, il sert de couloir de communication à toutes les grandes mers du globe. En cas de guerre maritime, il serait de suprême intérêt le point pour l'occupation duquel le monde lutterait de vitesse. Vous avez ainsi marqué, monsieur, la place des grandes batailles de l'avenir. Pour terminer, je voudrais citer la définition que Ernest Renan a donnée de la nation. Pour répondre un peu à une professeure d'Oxford qui vient de publier un livre où elle cherche les Phéniciens et elle ne les trouve pas. On peut se demander, a-t-il dit, ce qui fait une nation. La dynastie, les États-Unis et la Suisse n'en ont pas. La France a renoncé à la sienne. La race, elle eut jadis une importance capitale qu'elle a perdue depuis la formation de l'Empire romain et le triomphe du christianisme, car l'histoire humaine diffère essentiellement de la zoologie. La langue, elle invite à se réunir, mais n'y force pas. Malgré une langue commune, les États-Unis se sont séparés de l'Angleterre et l'Amérique latine de l'Espagne. La religion, elle dominait jadis des groupes sociaux. Aujourd'hui, elle est devenue affaire de choix individuels. La communauté des intérêts, un Zollverein n'est pas une patrie. Des frontières naturelles, les montagnes, les fleuves, tantôt séparent, tantôt réunissent. Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement mutuel, le désir de vivre ensemble. L'homme ne s'improvise pas. La nation, comme l'individu, est l'aboutissement d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement. Merci.